Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes top lectures du printemps. Oui, bon, le printemps n'est pas tout à fait terminé. Ok, il reste encore quelques semaines, mais honnêtement, je pense que je vais plutôt consacrer ces semaines restantes à faire peut-être quelques relectures. Donc du coup, il n'y aura rien de nouveau à ajouter en plus à cette vidéo, donc autant la faire maintenant, n'est-ce pas? Pour commencer, j'ai adoré me plonger dans Jen Was Here, dans les pas de Jen pour son titre en VF. Livre écrit par Nicole Jacobsen et Devin Dayton avec les illustrations de Lexi K. Nilsson, publié ici pour la version en VO par Hardy Grant Books. Ce petit livre est un guide autour de l'univers de Jane Austen. Il a été écrit et conçu par 3 amis qui ont entrepris un voyage de 2 semaines en Angleterre pour aller explorer tous les lieux qui avaient un rapport avec Jane Austen ou son univers. Et du coup dans ce livre, eh bien, on va retrouver tous ces endroits qu'elles ont explorés, tous ces lieux qu'elles ont visités, ces lieux qu'on retrouve dans les adaptations BBC des œuvres de Jane Austen, dans les adaptations cinématographiques aussi, et on fait ce voyage avec elles. C'est rempli de jolis petits dessins, des illustrations toutes mignonnes, il y a plein d'anecdotes également. C'est vraiment un petit guide qui est hyper agréable à lire pour tout fan de l'univers austinien. Vraiment, j'ai passé un moment formidable en compagnie de ce petit guide et franchement je vous assure, quand on aime Jane Austen et son travail, on n'a qu'une envie une fois qu'on termine ce guide, c'est de partir nous aussi 2 semaines en Angleterre et d'entreprendre le même voyage que les autrices de ce livre. Ensuite, j'ai également adoré lire le grand livre de Béatrix Potter, publié chez Gallimard Jeunesse. Donc ici c'est une intégrale de ces 23 contes. Et honnêtement, eh bien, je me suis rendu compte que Béatrix Potter, finalement, je connaissais, mais pas si bien que ça. Et là, pendant ce printemps, tous les jours, je me suis plongée dans une histoire. J'ai pas tout lu d'un coup, vraiment, je me suis gardé une petite histoire à lire par jour. Et c'était si doux, c'était le moment douceur de la journée, la petite histoire toute mignonne avec plein d'animaux parce que Béatrix Potter les adore. Donc oui, ce livre est parsemé de lapins, de chatons, d'une canne, d'une hérissonne, enfin, et encore je ne cite que ces animaux-là, mais il y en a encore plein d'autres, et le tout avec les illustrations de l'autrice qui m'ont mais choquée, tellement elles étaient belles, parce que je trouve que vraiment Béatrix Potter a un trait qui est si fin, ses illustrations elles sont si minutieuses, enfin elles sont... Vraiment, j'ai adoré, mais quel bonheur juste de me plonger chaque jour dans une histoire de l'autrice. Passons enfin à un roman. J'ai lu et beaucoup aimé le premier tome de Crescent City de Sarah J. Maas, publié chez les éditions de Saxus. Premier tome qui se nomme Maison de la Terre et du Sang et qui va nous conter l'histoire de Brice, je sais pas du tout comment on prononce son prénom. Moi j'ai toujours dit Bryce dans ma tête, donc je vais continuer à l'appeler comme ça. Donc Bryce est une jeune femme mi-humaine, mi-faée, puisque oui on est dans un univers de fantasy. Et dans sa ville de Crescent City, elle va être confrontée à des meurtres, et notamment un qui va la toucher de très près, puisque ça va concerner certains de ses proches. Et Bryce va être amenée à enquêter sur ces meurtres en compagnie Hunt qui est un ange déchu. Donc ça va nous faire un petit duo très atypique parce que les deux ne se ressemblent pas du tout, c'est vraiment 2 personnages que tout oppose, mais qui vont apprendre à se connaître parce que l'un et l'autre ont tous deux vraiment un passif, une histoire qui est très riche et qu'on va découvrir au fur et à mesure des chapitres. Tout ce tome va être une sorte d'enquête, essayer de comprendre qui fait ces meurtres dans la ville de Crescent City, et du coup pour ça, eh bien, Bryce et Hunt vont un peu visiter la ville à droite, à gauche, et c'est assez intéressant comme procédé parce que certes, ça crée quelques lenteurs à certains moments, mais en même temps, ça nous permet vraiment de comprendre l'univers de l'autrice parce que franchement, Sarah J. Maas, elle nous a pondu un univers qui a été réfléchi de A à Z, mais alors quand on le découvre au début, on peut être facilement perdu parce qu'il y a énormément d'informations à retenir. Et du coup, à travers l'enquête de Bryce et de Hunt, eh bien, vu qu'on visite beaucoup de choses, vu qu'on va voir beaucoup de choses sur Crescent City,
Ça nous permet de mieux assimiler ce nouveau monde qu'on découvre dans ce livre, ça nous permet de mieux comprendre ses codes, d'être mieux paré pour ce qui arrive ensuite. Et je pense que c'est ça qui est si bien avec ce livre, c'est que certes au début l'autrice a vraiment pris son temps à tout nous expliquer sur son univers, mais une fois que cette fin arrive, eh bien on comprend tous les ressorts parce que on a eu le temps d'assimiler comment fonctionnait ce monde et du coup on est d'autant plus charmé par cette fin. En tout cas pour moi ça a été le cas. Mais dans ce roman il n'y a même pas que la fin qui détonne. Je trouve qu'il y a plein de choses qui sont vraiment très intéressantes. Il y a plein de sous-thèmes, notamment le racisme par exemple, envers les humains par rapport aux Fae. Il y a également un manque total de considération pour les femmes, parfois à certains moments, donc on est vraiment dans du sexisme. Enfin, il y a des thématiques comme ça qui sont très très intéressantes, qui ressortent et qui sont quand même amenées dans cet univers, donc vraiment, pour moi, ça a été un moment de lecture au top. Voilà, je lirai le tome 2 avec plaisir. J'ai également beaucoup aimé ma lecture de How to be a Wildflower, a Field Guide by Katie Daisy, publié chez Chronicle Books, qui est un livre qui est pas un roman, donc on est vraiment sur de la non-fiction. On va suivre donc ce petit guide de Katie Daisy, grande amoureuse de la nature, qui a décidé à travers ce guide de nous partager sa passion avec de superbes illustrations hyper printanières, hyper estivales. C'est très coloré, c'est rempli de fleurs, elle adore la nature et ça se voit Katie Daisy, et on voit des arbres partout, il y a également parfois quelques recettes, enfin vraiment c'est bourré de messages qui nous poussent à sortir dehors, à aller courir dans un grand champ de fleurs. Enfin vraiment c'est ce genre de livre qui fait du bien, qui est hyper inspirant aussi, parce que moi j'avoue que quand j'ai vu certains dessins, certaines illustrations, j'ai eu envie de m'inspirer de certaines petites choses pour mon bullet journal. Enfin vraiment c'est ce genre de livre qui nous en met plein la vue. Ok, il n'y a pas énormément de texte, mais c'est pas le but du livre en fait. Le but du livre c'est vraiment juste de suivre cette passionnée de la nature qu'est Katie Daisy, nous partager sa passion à travers ces magnifiques illustrations et nous faire juste du bien. J'ai également beaucoup aimé me plonger dans The Secret Garden, le jardin secret, le fameux classique de Frances Hodgson Burnett, publié ici chez Wordsworth Edition, qui va nous raconter l'histoire de la jeune Mary, qui est une petite fille qui vit en Inde avec ses parents, qui est très souvent laissée livrée à elle-même, qui est privée d'affection, et lorsque ces derniers vont mourir, eh bien elle va se retrouver exilée en Angleterre, dans le manoir de son oncle. Donc c'est une vie complètement différente qui va s'offrir à elle. Elle qui arrive en Angleterre en étant très renfermée, aigrie, qui manque complètement de joie de vivre et qui va découvrir la vie en Angleterre. D'abord on va suivre cette jeune Mary qui va se mettre à farfouiller dans les diverses pièces du manoir et puis qui va ensuite s'aventurer dans les terres qui entourent le manoir et qui va notamment trouver un jardin secret, jardin pour lequel elle va se prendre d'affection et elle va décider de s'en occuper. Et on va voir cette petite fille qui va se mettre au jardinage, à planter des jolies fleurs pour essayer de faire revivre ce jardin qu'elle trouve merveilleux. Et on va voir également cette jeune fille qui va commencer à s'ouvrir à la vie grâce à ce jardin, mais pas que, puisque ce jardin va lui donner l'opportunité de se créer notamment des amitiés pour la première fois de sa vie. Et quelles amitiés, hein, voilà. J'en dirai pas plus, mais ce livre m'a beaucoup touchée parce que ce qu'on voit en fait à travers ce roman, c'est juste une enfant qui redécouvre la vie et même c'est même pas la seule enfant qui redécouvre la vie. Et c'est ça qui est hyper beau dans ce livre, c'est vraiment de voir cette petite fille, mais pas que, qui retrouve le bonheur. Ensuite, je me suis également plongée dans Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse, livre là encore que j'ai vraiment beaucoup aimé, où nous suivons le personnage d'Avery. Avery est une jeune lycéenne sans le sou qui vit la plupart du temps dans sa voiture. Donc voilà, une vie où elle essaye de se dépatouiller comme elle peut, jusqu'au jour où elle va apprendre qu'elle est l'héritière d'un homme multimilliardaire qui vient de décéder et qui lui lègue sa fortune. Et elle ne comprend pas très bien pourquoi, puisque cet homme, elle ne le connaît pas. Cet homme s'appelle Tobias, elle en a jamais entendu parler, et elle va devoir, pour pouvoir toucher cet héritage, vivre
un an dans son manoir, là où vit également la famille du monsieur qui, elle, est assez remontée contre Avery parce que elle ne comprend pas pourquoi c'est une jeune fille complètement inconnue à la famille qui a touché l'héritage, alors que eux, ses enfants, ses petits-enfants, n'ont pas eu grand chose, hein, voilà. Du coup, Avery arrive un peu en terre hostile dans ce manoir. Elle va faire la connaissance donc des 4 petits-fils de Monsieur Tobias. Ces 4 garçons qui m'ont un peu inquiétée au début, j'avais peur que ça soit très très cliché, puis finalement j'ai beaucoup aimé ces 4 personnages parce que ces 4 garçons qui ont à peu près l'âge d'Avery et qui sont quand même très distincts les uns des autres, on va très facilement les différencier par leur personnalité, donc ça c'est assez intéressant parce que tous les 4 on sent qu'ils ont des choses à cacher, on sent que il y a vraiment quelque chose à creuser avec chacun d'entre eux. Et oui, ils en ont des secrets. Oui, 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 c'est ce qu'on va découvrir au fur et à mesure de ce roman. Mais on va découvrir également autre chose, puisque Tobias, qui était vraiment un monsieur qui adorait les énigmes, qui en lançait énormément à ses petits-enfants, et du coup, avec ses petits-enfants et avec Avery, tout le monde va partir un petit peu à la recherche, à la quête d'indices, essayer de comprendre pourquoi Avery a été choisi. Ça va emmener sur plein de pistes un petit peu folles, et c'est trop bien à suivre. Moi, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là, ce jeu d'énigmes. C'était vraiment chouette. Voir aussi Avery qui découvre une nouvelle vie qui est tellement aux antipodes de ce qu'elle a connu jusqu'à présent. Vraiment. Et puis découvrir aussi un petit peu les secrets des petits-fils de Tobias, notamment avec ce personnage d'Emily. Je vous dirai pas comment elle est liée à la famille, mais c'est vrai que ce personnage, moi, m'a fait penser vraiment à une Allison dans Pretty Little Liars, à une Rebecca dans Rebecca de Daphné du Maurier, vous savez, ce genre de personnage qui plane vraiment sur des personnes une fois qu'elles les ont quittées. Vraiment, donc ouais, ce livre, je l'ai trouvé très très riche parce qu'on y explore plein de choses, parce que j'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé creuser un petit peu tout ce qui se cachait dans cette histoire, et puis en plus, livre qui se dévore parce que les chapitres sont vraiment tout petits, donc vous savez, c'est ce phénomène un peu page-turner où on se dit, bon allez, je lis encore un chapitre. Ah bah tiens, le prochain chapitre il fait que 2 pages, je le lis aussi. Ah bah tiens, bon voilà, au final on lit beaucoup de chapitres et on lit ce livre très très vite parce qu'il se lit vraiment très bien, parce que l'aventure est présente et que les intrigues nous intriguent. Voilà. Et puis j'ai enfin lu le tome 13 de l'Épouvanteur, La Revanche de l'Épouvanteur, par Joseph Delaney, publié chez Bayard Jeunesse. Enfin, ça y est, hein. Pour vous expliquer un petit peu pourquoi je dis enfin, si jamais vous connaissez pas trop la saga de l'Épouvanteur, c'est une saga avec un arc narratif qui va s'étendre du premier tome de la saga jusqu'au tome 13. Et ensuite, l'auteur a fait une sorte de trilogie qui suit cet arc narratif, donc les tomes 14, 15 et 16. Donc je savais qu'en lisant ce livre, j'allais avoir la finalité d'une histoire que je lis depuis maintenant... ça fait plusieurs années en fait. mais voilà, ça y est, c'est arrivé. Ça y est, je savais qu'il allait y avoir ce combat final. Je savais que ça allait amener à plein de choses diverses et j'avais un peu peur et en même temps très très hâte de découvrir ce que Joseph Delaney nous réservait. Alors pour arriver à ce tome 13, l'auteur est parfois passé par quelques détours. Je pense notamment au tome 11, au tome 12 et aussi à celui sur Grimalkin, je sais plus le combientième c'est. Et c'est vrai que parfois je me disais, bon, il essaye peut-être de perdre un peu de temps parce qu'il n'a pas envie d'arriver tout de suite à la finalité de son histoire, mais finalement quand on arrive à ce tome 13, on se rend compte que ces tomes-ci, c'était pas forcément des détours, c'était juste des tomes qui étaient faits pour nous amener certaines informations et pour mettre notamment en place la trilogie qui va suivre. Car oui, ce tome, en fait, finalement, va être la finalité d'un arc narratif, mais également l'ouverture de la trilogie à venir. Ça, j'avoue que je m'y attendais pas forcément. Je pensais vraiment qu'il y aurait une coupure plus distincte, en fait, entre ce tome 13 et le tome 14. Mais finalement, on voit que l'auteur, quand il est arrivé à ce moment-là de son histoire, il s'est dit non. On va déjà amorcer la suite à venir. Donc j'ai trouvé ça très étonnant, mais très intéressant. C'est vrai que quand je pense notamment au personnage d'Alice, je pensais pas du tout qu'elle aurait forcément cette histoire-là, parce que là, dans ce tome-ci, sa vie prend un tournant assez différent de ce à quoi je m'attendais. Ce qui lui arrive en tout cas. Et je me dis, mais vivement les 3 prochains tomes de la saga, parce que j'ai trop hâte de voir la suite de ses aventures.
Mais ce tome-ci, en plus, il n'y a pas qu'Alice, quoi. Il y a plein d'autres personnages qu'on va retrouver qui vont tous s'allier pour essayer d'éradiquer la menace. Ce moment, on l'attend. Et il est bien fait. Et au moment où il arrive, Joseph Delaney, il hésite quand même pas à être un peu dur parfois avec ses personnages, même si c'est un récit jeunesse. De toute façon, dès le premier tome, il est quand même déjà un peu dur avec ses personnages. Mais ouais, vraiment, ça y va. Et c'est un tome qui, je trouve, est assez marquant dans la saga parce que je pense que il inaugure un certain tournant. Je trouve franchement que ce que ce livre amène, c'est quelque chose de très intéressant pour la suite de la saga, donc ça me rend très curieuse. Voilà pour mes livres préférés du printemps. J'espère que j'en ai parlé correctement. Je suis en train de me dire que j'ai peut-être été hyper brouillonne en fait, parce que parfois quand on parle d'un livre qu'on aime bien et qu'on essaye de pas spoiler les gens, c'est pas toujours évident de s'exprimer du mieux possible, pour moi en tout cas. Donc j'espère quand même vous avoir partagé mon amour pour ces livres-là, vous avoir peut-être donné envie de les découvrir à votre tour si jamais c'est pas encore fait. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vais vous faire de très très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.